Monsieur, bonjour. Merci d'avoir pris le rendez-vous de votre émission, le Forum des rédactions de ce 3 juin. Bonjour ou bonsoir, selon l'endroit d'où vous nous recevez. Manitoba au Canada, New York aux États-Unis, en Afrique au Gabon, au Togo, au Mali. 4 sujets au menu de cette émission et 2 débatteurs présents déjà sur ce plateau. Pour les sujets à débattre aujourd'hui, médias au Bénin, la relecture des tests est-elle opportune? Deuxième sujet à débattre, demande d'un audit indépendant de la liste électorale par l'opposition. Sera-t-elle écoutée? Une interrogation. Le Hadj à 3 400 000 francs CFA par pèlerin. On s'interroge également sur ce sujet. Et puis, le dernier sujet à débattre, trafic d'organes humains, des obèses transformées en lieu d'assassinat. C'est les 4 sujets dont nous parlerons au cours de ce numéro du Forum des rédactions avec mes 2 débatteurs au plateau. Nous allons observer cette virgule et on retrouve les débatteurs. À ma gauche, Cyriac Dekenou, journaliste, directeur de publication de Émergence Info. Cyriac Dekenou, bonjour. Bonjour Méorier, bonjour mesdames et messieurs les auditeurs et les téléspectateurs de Eden et Diaspora FM. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Comment se porte Émergence Info? C'est un plaisir partagé. Nous sommes à l'aide des réformes et nous croyons que ces réformes porteront leurs fruits et Émergence Info ira de mieux en mieux. Très bien. Sergino Lokossou, à ma droite, journaliste, directeur de publication de VIF d'Afrique. Bonjour Maurice, bonjour à tous les téléspectateurs. Très bien, le décor étant planté et sans transition, nous allons aborder le premier sujet, médias au Bénin. Nous allons parler de la lecture, si vous voulez, relecture des tests, en ce qui concerne les organes de gestion des médias au Bénin. Dites-nous, est-ce que cette relecture est-elle opportune, Cyriac Dekenou? Il faut dire que depuis bientôt quelques mois déjà, il y a quelques mois de cela, les organes de gestion des organes de presse en République du Bénin, à savoir CNPA, UPNB, ont mis en place un comité spécial chargé de toiletter les tests qui régissent quand même, disons, ces organes-là, qui, il faut l'avouer, gèrent les professionnels des médias en République du Bénin, à savoir l'UPMB, le CNPA. Donc ce comité spécial qui est composé d'experts, qui est composé de professionnels des médias, qui est composé d'anciens conseillers à la RAC, qui est composé quand même, disons, de personnalités de haut rang qui ont quand même, disons, une vision bien holistique et du monde des médias à la République du Bénin. Ce comité a fini son travail et a rendu son rapport. Le rapport a été rendu public le 25 mai dernier et cette séance s'est tenue à l'hôtel dans un hôtel de la place, heureusement, pour ne pas faire de publicité à quelqu'un, pour ne pas passer au service clientèle voilà. de Loris Davor et Mori Agua. Donc tout s'est très bien tenu et ce rapport a été rendu public. Ce rapport est un rapport qui voudrait à ce que désormais qu'il y ait quand même, disons, une brigade spéciale chargée de lutter contre les organes de presse fictifs qui existent en République du Bénin. C'est-à-dire, il existe aujourd'hui en République du Bénin pas mal d'organes de presse qui n'ont pas l'accréditation nécessaire, qui ne sont pas encore reconnus par la RAC, mais qui existent, qui paraissent, d'autres organes qui paraissent sur WhatsApp tout simplement, dont on ne trouve pas la version papier dans les kiosques. Donc, une brigade spéciale sera mise en place pour pouvoir quand même, disons, lutter contre ces types d'organes de presse fictifs. C'est nécessaire que les organes paraissent en papier. Je ne crois pas forcément que ça soit nécessaire, puisque quand même en Europe,
en Europe aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Tous les organes de presse en Europe ne paraissent pas en version papier. Et aujourd'hui, à l'ère du numérique, les gens n'ont pas forcément le temps d'aller aujourd'hui dans les kiosques pour payer les journaux dans cette version papier comme par le passé. Mais l'essentiel, c'est d'avoir une accréditation pour pouvoir exister, parce que ces organes de presse qui paraissent sur les réseaux sociaux font une concurrence déloyale aux organes de presse qui quand même existent de façon officielle et qui font les efforts de rester en conformité avec la loi en matière d'impôts, etc. La seconde réforme, c'est cette réforme-là qui concerne aujourd'hui la rélecture, ou bien c'est-à-dire l'adoption d'un nouveau mode de désignation des professionnels des médias devront siéger à la HAC. Nous savons que au niveau des professionnels des médias, nous désignons généralement 3 représentants. Il y a les représentants de la presse écrite. Par élection. Par élection. Oui. Nous allons très souvent à une élection, nous désignons 3 représentants. Les représentants de la presse écrite, un représentant pour, quand même, disons, le monde audiovisuel, c'est-à-dire radio ou télévision, et un représentant pour les techniciens. Et ces 3 représentants, très souvent, par le passé, depuis quand même l'existence de la HAC, ces représentants sont désignés au cours d'une élection. Nous allons à une élection qui nécessite des moyens, qui nécessite la mise en place d'une commission spéciale autonome, qui nécessite pas mal de choses, et c'est souvent un challenge vraiment qui, au bout du terme, divise. Donc, l'instance le comité qui a été mis en place, chargé de la réélecture des tests, a proposé désormais que nous adoptions maintenant, c'est-à-dire un nouveau mécanisme de désignation de nos représentants. C'est-à-dire que désormais, les représentants seront désignés par, disons, un comité spécial qui certainement sera composé des patrons de presse ou bien des professionnels des médias. Et ce sera maintenant un appel à candidature. Vous déposez vos dossiers et ce sera fait. Il n'y aura plus une question d'élection. La 3e réforme en cours, c'est quand même la mise en place d'un comité qui sera chargé de plaider auprès du gouvernement pour l'adoption d'une fiscalité adaptée aux organes de presse. Vous savez, les organes de presse constituent aujourd'hui l'un des maillons essentiels qui montrent quand même, disons, l'existence d'une démocratie en République du Bénin. Dans tout État, la liberté d'expression qui est également associée à la presse fait que l'existence des organes de presse est un élément que l'on doit faciliter. D'ailleurs, lorsque Reporters sans frontières fait que nous dégringolons dans son classement, lorsque l'on doit aujourd'hui se baser sur des indices démocratiques, c'est l'existence de ces organes de presse qui permet aujourd'hui de pouvoir faire cette évaluation-là. Qu'est-ce qu'il y a? Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que les entreprises de presse ne sont pas dissociées des entreprises ordinaires. D'accord. Alors que les entreprises de presse aujourd'hui qui font déjà l'effort suffisant pour pouvoir informer la population. Supposons un temps soit peu que l'on dise, OK, tous les organes de presse en République du Bénin grèvent, non, en fait, décident de gréver au Bénin pendant une semaine. Je parie que tout, c'est-à-dire, il y aura quand même, disons, du mal à ce que l'on puisse apprendre ce qui s'est passé à Tchoumi, à tel ou tel autre endroit. Parce que ce soit les organes de presse audiovisuels ou les organes de presse, les nouveaux médias, les médias en ligne, les radios communautaires et les chaînes de télévision, les organes de presse écrites, je dirais, c'est d'ailleurs par eux que nous sommes informés de ce qui se passe. Donc l'adoption d'une fiscalité spéciale, c'est-à-dire les exonérer du paiement de certaines taxes, du paiement quand même, disons, de certaines exigences fiscales, permettra aujourd'hui de créer des entreprises de presse compétitives. Donc, ce sont ces 3 réformes-là qui sont en cours. Je plante le décor parce que c'est Gino piaffe d'impatience de parler et nous irons dans le vif du sujet de parler. Oui, ce sont les 3 éléments apportés donc au cours de cette relecture des tests. C'est Gino Lokossou quand même. Il y a un point qui fait polémique sur lequel vous n'êtes pas suffisamment d'accord. C'est bien la désignation des représentants des médias à la haute autorité audiovisuelle et de la communication par les fêtiers, si je peux m'exprimer. Non, le problème fondamental n'est pas si je suis d'accord ou pas
je suis fondamentalement pour le fait que les écuries contenues dans ces textes de loi soient nettoyées et que ces lois soient adaptées aux réalités actuelles. Je ne vous apprends rien en disant que les réalités de 2000 ne sont pas la réalité de 2022. Et de 2000 à 2022, la presse a connu de grandes mutations, on va le dire comme ça. Et donc, si à un moment donné... boycotter les élections, est-ce une réalité aussi? Si à un moment donné... J'en viens, mon cher Maurice Lagua. Je disais tantôt que la presse a connu de grandes mutations. Entre 2000, disons comme ça, prenons ce temps, 2000 et 2022, la presse béninoise a connu de grandes mutations, du moins en matière de démographie. Et donc, les premières mandatures de la HAC, quand vous jetez un regard passéiste, les deux premières mandatures de la HAC, les journalistes qui ont siégé dans ces mandatures ont été désignés par le père, si j'ai bonne mémoire. Mais à un moment donné, la presse a connu une augmentation. Je parlais tantôt de la démographie. Les journalistes ont évolué. Si en 2000, ou lors des premières mandatures, on était à 100 journalistes, c'est un exemple que je donne, je ne maîtrise pas le nombre. Aujourd'hui, les dernières estimations montrent qu'il y a au moins 2500 journalistes au Bénin. Et donc, je pense que si on apporte des modifications ou on retoilette ces lois-là, c'est bon. Il faut qu'on adapte ces lois à nos réalités actuelles. Mais le point, comme vous l'avez dit tantôt, que je ne partage pas, ce n'est pas moi qui compte. Il y a un courant de pensée au niveau de la presse très répandu qui pense que les journalistes qui souvent sont assimilés aux vigiles de la démocratie, c'est nous qui critiquons si les élections ne sont pas organisées à bonne date. Quand je parle des élections, la présidentielle, des élections législatives, c'est nous qui voyons qu'une part belle n'est pas faite à l'opposition quand il s'agit des médias, des médias du service public. C'est nous qui voyons que les élections ne sont pas organisées à bonne date et que le jeu démocratique n'est pas respecté. Et donc, je pense que si on dit le chef de l'État qui choisit son représentant à la HAC, j'estime pour ma part qu'il tient sa légitimité de quelque part. Il a été élu, donc il tient sa légitimité du peuple. Les parlementaires qui choisissent leurs représentants au niveau de la HAC tiennent leur légitimité de quelque part. Ils tiennent leur légitimité du peuple. Et donc, je me demande, est-ce que le comité ou la commission qui sera mise en place pour choisir les représentants de la HAC, où est-ce qu'ils vont tenir leur légitimité? Parce qu'il y a un monde important. Nous sommes une masse importante au niveau de la presse. Et donc, je pense que le candidat qui vient des élections, ça peut ne pas être correct ce qu'il dit. Peut-être qu'il dit des conneries, on ne le sait pas. Les conneries. Pourquoi? Le candidat qui vient d'une élection, il a toute sa légitimité. Le chef de l'État qui est là, c'est vrai qu'il y a une partie qui ne partage pas. Il a été élu. Oui. Et il est l'émanation du peuple. Oui. Donc, je pense que le candidat qui sera choisi par les unes, même s'il n'est pas patron de presse, même s'il est simple journaliste, quelque part, il a travaillé à grimper dans l'estime de ses confrères du nord au sud, de l'est à l'ouest et dans toutes les 77 communes. À mon avis, je pense que c'est important. Mais on ne peut pas décider. Le chef de l'État, par exemple, parce que nous sommes dans un contexte d'inflation généralisée, nous sommes dans un contexte de cherté de la vie, va décider de ne plus organiser les législatives en 2023 parce que la vie coûte cher. Non, je ne pense pas. Qu'on ne nous dise pas que les élections coûtent cher, et que pour être candidat à la HAC, il faut dépenser 10 millions, 15 millions, 21 millions, et qu'il faut faire le tour du Bénin avant d'être élu. C'est normal, quand vous êtes candidat, il faut aller dans toutes les communes du Bénin, parce que les organes de presse sont dans toutes les communes du Bénin. Et donc, quand vous aspirez à être membre de la HAC, à être élu par vos pairs, à être représentant de la presse, enfin de la presse au niveau de l'institution, qui essaie de régulariser les médias, il faut quand même que vos confrères qui sont dans tous les départements du pays puissent avoir, à lui, c'est Maurice Lagua, il travaille à Eden TV, il a des ambitions d'aller là-bas. Et donc, vous avez un programme de société entre griffes pour vos confrères, parce que quand vous allez à la HAC, c'est pour défendre entre griffes les intérêts de vos confrères, même si la HAC est une institution, il faut le rappeler, républicaine, et qui forcément ne fait pas forcément, dont le président est choisi par le président de la République. Et donc, je pense que on ne peut pas prétester de la cherté des élections. On ne peut pas prétester de ce que les élections créent des divisions. Oui, les élections doivent normalement créer des divisions. Et quand vous voyez les élections normales, il y a l'opposition et la mouvance. Et donc, si on nous dit que les élections coûtent cher, parce que les élections fragilisent la presse, parce que après les élections, des confrères font 1 an, 6 mois, 1 an, 2 ans avant de se saluer, parce qu'il y a eu des achoppements sur le terrain, il y a eu des rivalités de clochers sur le terrain. Mais je pense que quand
nous érigeons en vigile de la démocratie, nous devrons faire les choses démocratiquement. Et je dis, la presse béninoise est peut-être à l'épreuve de la démocratie. Au-delà de tout ça, l'important aujourd'hui, le problème de la presse béninoise n'est pas un problème de désignation de nos représentants à la HAC. C'est d'avoir de vrais organes de presse, de vraies industries de presse et qui permettent aux journalistes de vivre de son métier. Aujourd'hui, au Bénin, est-ce que nous avons de vraies industries de presse? Nous avons besoin d'un manager, des managers de presse. C'est ce dont nous avons besoin. Mais nous n'avons pas besoin forcément de représentants. Le problème de la presse, c'est pas, ça peut être, entre autres, la désignation. Mais l'important aujourd'hui, ce qui est important à mon avis, ce n'est pas la désignation de représentants à la HAC, mais c'est plutôt, comme il a rappelé tout à l'heure, de trouver une autre formule, afin que les médias ne soient pas tassés au même titre que les entreprises ordinaires que nous avons dans le pays. Moi, je pense que c'est fondamentalement ça. Fondamentalement, aujourd'hui, c'est de travailler à ce que la convention collective soit respectée. C'est de travailler à ce que la publicité ne soit pas seulement pour un ensemble de groupes de presse, mais que ça soit pour toute la presse. C'est de travailler aujourd'hui à restaurer l'image du journaliste. Parce que quand vous allez quelque part, il y a des endroits quand vous allez, même si vous montrez votre carte de presse de la HAC, les gens ne vous considèrent pas. On vous prend comme des gens qui ne mangent pas bien, des gens qui ne sont pas... vous n'êtes pas bien logés. On n'est pas logé à la bonne enseigne. Je pense, à mon avis, que si on doit véritablement changer les choses, régler, éviter la magouille, les affinités dans les choses, je pense que même si ça crée des divisions, moi je pense que les élections ne sont pas mauvaises, mais toujours est-il que c'est la voix de la majorité qui porte. Si c'est la majorité pense qu'on ne peut pas aller aux élections, moi je ne suis pas contre. Mais c'est une proposition parmi tant d'autres. C'est des options, c'est des hypothèses que je suis en train d'être... Cyriac, je vais poser la question. Sergino trouve dans cette façon de procéder désormais de la magouille, de la mafia peut-être. Quand dites-vous, je ne pas dire que vous avez dit la mafia, mais moi j'ajoute la mafia. Je pense que la démocratie a pour principale vitrine les médias. Et le défaut que nous avons aujourd'hui en République du Bénin, et ça je vais le souligner, même si en Europe les réformes évoluent beaucoup plus au niveau des médias, c'est le fait que nous avons du mal à nous conformer aux nouvelles exigences, à l'évolution de notre temps. La réalité, elle est quoi aujourd'hui? Il faut qu'on soit clair là-dessus. Vous savez, on dit que la presse, c'est le 4e pouvoir. Mais dites-moi, depuis que la HAC existe, combien de fois nous avons eu un vrai journaliste, un professionnel des médias, qui a été désigné et qui était président de la HAC? Je ne crois pas. S'il vous plaît, j'ai pris la peine de vous écouter. On a eu un vice-président de la HAC. S'il vous plaît, j'ai pris la peine de vous écouter. J'aimerais aussi que les téléspectateurs et les auditeurs puissent au moins prendre aussi la peine de m'écouter. Donc, ne m'interrompez pas, s'il vous plaît. Parce que c'est un sujet qui, au-delà de tout, déchaîne les passions. Et je sais qu'en tant que professionnel des médias, vous avez vos points de vue par rapport à ça. Maintenant, j'ai la parole de minutes comme ça. Donc, j'ai la parole, s'il vous plaît. Combien de fois nous en avons jamais eu? Vous avez peut-être des présidents de la HAC par défaut ou bien, quand même, disons, la part belle qui pourrait être considérée comme, disons, un lot de consolation aux hommes des médias, c'est le fait que, pour une rare fois, nous avons eu un professionnel des médias qui était vice-président. Lorsque vous avez une institution qui est censée, en réalité, réguler les médias et défendre les professionnels des médias, et qu'à la tête de cette institution, c'est peut-être un mécanicien, ou bien un docteur, ou bien c'est-à-dire un menuisier, qui est toujours le président de la dite institution. C'est que déjà, il y a déjà un problème. Ce que nous avons connu par le passé, les emprisonnements des professionnels des médias, les condamnations, les fermetures de médias et autres, le cas récent, c'est le cas de Soleil FM que nous avons encore tous à l'esprit. Ça fait mal. Et nous avons tous fini par remarquer que c'est parce que nous n'avons pas su faire quand même, disons, les plaidoyers nécessaires, ni les réformes nécessaires, ni mettre en place les lobbies nécessaires pour pouvoir, ne serait-ce que lors de la révision de la Constitution, faire réviser cette disposition de la Constitution ou bien quand même, disons, de la loi qui fait que le président de la HAC doit être désigné par le président de la République. On dit que nous sommes le 4e pouvoir, mais ce qui est bizarre, laissez-moi finir s'il vous plaît. J'en viens. Je suis en train de faire un développement. Mais ce qui est bizarre, c'est-à-dire quoi? On dit allez-y, parce que vous avez 20 minutes sur ce sujet, allons-y. On dit de vous que vous êtes le 4e pouvoir. Mais le paradoxe, c'est que c'est un autre pouvoir, c'est-à-dire l'exécutif qui désigne pour vous celui qui sera le président de votre institution. C'est comme si on en arrive à un point où, bon, ok, le président de l'Assemblée nationale est désigné par le président de la République.
Donc, ce paradoxe-là constitue déjà un gros handicap. Le second handicap que nous avons connu au niveau du fonctionnement des médias, c'est quoi? Et qui nous amène déjà, quand même déjà, les représentants à aller à cette nouvelle réforme, c'est quoi? Les représentants, il y a les fêtiers. Les hommes des médias, les professionnels des médias désignent 3 représentants. Oui, c'est bien ça. Donc, un représentant de la presse audiovisuelle, un représentant de la presse écrite, et un représentant, quand même, disons, des techniciens. Donc, nous désignons 3 personnes. Et l'exécutif et l'Assemblée nationale désignent à eux deux 4 personnes. Ce qui fait au total 5 représentants. Oui. Et 7 représentants qui siègent au niveau de la HAC. Ce qui fait que déjà, nous sommes en minorité. Alors que cette institution est censée quand même, disons, nous défendre. Mais qu'est-ce qui se passe? Voici le paradoxe. Le paradoxe, c'est quoi? C'est le fait qu'on dit, OK, nous organisons une élection. Nous allons à une élection. Et celui qui dispose des gros moyens, peut-être vend sa parcelle, dépense beaucoup d'argent. Le gars, au final, il réussit à se faire élire. Oui. Lorsqu'il est élu, il se dit, mais écoutez, j'ai dépensé mes sous pour devenir conseiller à la HAC. Donc, je ne vous dois absolument rien. Je vais vous conter, pour la petite histoire, on a organisé les élections communales. Et nous avons été tous interdits de contracter ailleurs, auprès des partis politiques. Alors que l'on nous promettait qu'on allait peut-être, à l'issue de ces élections communales et municipales, au moins s'en sortir avec quelque chose qui avoisinerait les millions. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au niveau de la HAC, l'option a été retenue. Et c'est 400 000 francs. Ça dit que quand vous faites une parution, ça fait 100 000 francs CFA. Donc, à peu près, on s'en est sorti presque tous avec quelque chose qui tournait autour de 400 000 francs CFA. Qu'est-ce que 400 000 francs CFA peut dans le fonctionnement d'un organe de presse? Et nous avons été voir ceux qui sont nos représentants là-bas. Puisqu'on a voté pour eux. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Ils se sont montrés même incapables de défendre les professionnels des médias. Alors qu'ils savent tous que les élections constituent la seule période au cours de laquelle les organes de presse font les meilleurs chiffres d'affaires. Malheureusement, on a été en quelque sorte court-circuité ainsi. Élections législatives, élections présidentielles. Même chose. Même chose. Donc, on a fini par comprendre que ce qui sous-entend cette négligence dont les professionnels des médias bénéficient, malheureusement, de la part de ceux qu'eux-mêmes ils ont élus, c'est le fait que les gens, en utilisant leur propre... redevables envers... Ils ne se sentent pas redevables. D'accord. Donc, dorénavant, qu'est-ce qu'on a dit? Du moment où le chef de l'État, pour désigner ses représentants, il ne lance pas un appel à candidature. Ils ne font pas élection. Lorsque l'Assemblée nationale veut désigner ses représentants à la HAC, l'Assemblée nationale ne fait pas élection. Il désigne simplement. Mais pourquoi est-ce que c'est nous là, à notre sein, nous-mêmes là, nous-mêmes là, à qui appartient, c'est-à-dire l'institution HAC là, est la nôtre. Pourquoi est-ce que c'est nous-mêmes qui, à notre sein là, nous faisons élection? Nous faisons d'abord élection. Et quand nous faisons élection, au bout du boulot, nous sommes divisés. Donc, c'est pour dire quoi? Il ne s'agit pas... Il ne s'agit pas encore... Sur quels critères les gens seront désignés? J'en viens. Et ceux qui vont désigner là, sont-ils déjà allés à la HAC pour servir les autres? C'est pour ça dit que... Est-ce que vous répondez à ma question? C'est pour cela, j'en viens maintenant, pour répondre à votre préoccupation. On a arrêté désormais, au niveau du toilettage des tests, que dorénavant, il n'y aura plus une question d'élection, on organise, on met un comité en place, on dépense de l'argent après, c'est des divisions. Non, répondez à ma question. Maintenant, le comité qui sera mis en place dorénavant, ce sera un comité qui, maintenant, proposera certainement les modalités de désignation. Est-ce que c'est le mécanisme? Est-ce que c'est un comité qui sera constitué de ceux qui ont déjà siégé à la HAC une fois? Ce que j'aimerais simplement... Ou bien c'est des gens qui n'ont jamais mis pied à la HAC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont se servir d'abord avant de servir les autres. Ce que j'aimerais simplement vous faire comprendre, c'est ceci. Ceux qui ont procédé à la relecture des tests, c'est des anciens conseillers à la HAC. C'est des anciens conseillers. Et l'avis de tous ceux-là a été pris.
Qu'est-ce qui crée aujourd'hui la division? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a aujourd'hui une minorité dissidente qui se lève? C'est parce que on va laisser la parole. C'est parce que ceux qui sont là-bas aujourd'hui. Encore 2 minutes sur le sujet. Encore 2 minutes sur le sujet. C'est parce que ceux qui sont là-bas aujourd'hui. Je comprends. Non, écoutez, Sergino, laissez-moi accoucher. S'il vous plaît. Vous accouchez trop tard. Si la grande majorité accouchez vite, puisque. Ok, j'en viens alors. Si la grande majorité est pour la réforme et qu'une minorité manipulée aujourd'hui est contre la réforme, par qui? Vous savez pourquoi? Vous parlez de minorité manipulée. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? C'est parce que ceux qui sont là-bas aujourd'hui et qui nous représentent voient déjà la menace venir. D'accord. Ils savent déjà qu'ils n'ont plus la chance de repartir là-bas. Parce qu'ils ne nous ont pas vraiment rendu service. Écoutez, et que même s'ils repostulaient... Et ce sont eux qui manipulent la minorité dont vous parlez. Oui, ce sont eux qui manipulent la minorité. Moi, je veux placer un mot, si vous permettez bien. Je pense aujourd'hui que... ce sont eux qui manipulent la minorité. La minorité soi-disant syndicale qui sort pour ce truc-là. C'est parce qu'ils n'ont plus de chance de repartir là-bas. Je peux allez-y, vous avez 2 minutes. On va passer à un autre sujet. C'est très intéressant. J'ai 2 choses à dire. La première chose, je comprends le souci d'explication de Syriac qui prend des difficultés à accoucher. Ce que moi je veux dire, c'est ceci. Ah bon? Il dit ceci, si je le comprends bien, il dit que... On a presque fait 30 minutes. Oui, je vais finir rapidement. Ce que je tiens à dire, la HAC aujourd'hui, si les professionnels des médias doivent prendre le lead au niveau de la HAC, ça dépendra d'une volonté politique. Je me rappelle en 2016, quand vous prenez le projet de société du candidat Patrice Talon, il a fait une part belle à la presse, et dans son projet de société, il aurait voulu que l'instance de régulation des médias, qui est la HAC, soit dirigée par un professionnel des médias. Malheureusement, écoutez, je vais finir. Ce que Syriac dit, c'est que ceux qui seront désignés pour la prochaine mandature de la HAC vont rendre service à la presse, aux présidents des médias. Si ceux qui ont élus n'ont pas pu ceux qui ont été élus n'ont pas pu rendre service aux présidents des médias dans la même... Enfin, je veux dire, avec les mêmes attributions de la HAC, comme ça, où c'est le représentant du chef d'État qui sera le président de la HAC, il n'y a rien à faire parce que les lois n'ont pas été modifiées, la constitution n'a pas été modifiée pour permettre à un professionnel de diriger la HAC. Et donc, c'est une institution républicaine. Et celui qui sera désigné, celui qui sera désigné, ça veut dire que le président de la HAC ne sera pas un professionnel des médias, ça c'est clair. Celui qui sera désigné, il est avant tout au service du président de la République. Absolument. Et c'est pourquoi il dit... Il faut une volonté politique. Le débat ne changeront pas. Ce que je dis, écoutez. Ce que je dis, c'est dans la mesure où le conseiller qui est désigné, les conseillers de la HAC ont une autonomie financière en dehors, indépendamment de la HAC. Mais non, ils n'ont pas une autonomie financière. Voici en quoi... Écoutez, laisse-moi finir. Vous voulez faire toute l'émission sur ce sujet. On peut passer à un autre sujet maintenant. Ce que moi je dis, c'est ceci. L'important aujourd'hui, ne nous voyons pas la face. On va conclure. Dès que nous connaissons bien ce que je dis, l'important aujourd'hui, ce n'est pas la désignation des professionnels à la HAC. L'important aujourd'hui, c'est une volonté politique. Si les politiques, si le système en place veut d'une presse normale, une presse dans laquelle il y a les uns et les autres et les esthètes, etc. Une presse qui sera véritablement vigile de la démocratie, ça dépend avant tout d'une volonté politique. C'est vrai que la maison, c'est vrai que le linge se lave en famille et que c'est les professionnels des médias qui vont organiser, mais il faut une volonté politique pour pouvoir réussir cette organisation. C'est ce que je tiens à dire. Malheureusement, avoir du mal à faire comprendre à nos téléspectateurs que ce qui se passe aujourd'hui est meilleur que ce qui se passera demain. On ne peut pas. Prouve à suffisance. Je ne suis pas d'accord avec vous. Ce qui se passe aujourd'hui est meilleur. Prouve quand même, disons, à suffisance. Vous ne savez pas ce qui va se passer demain. Prouve quand même, mais l'important, c'est que le journal puisse se sentir laissez-moi accoucher. Dans son métier. Et vous a permis de finir. Vous ne savez pas ce qui va se passer demain, Syriac. C'est tout ce qui compte. Tout ça, ça traduit quoi? Aujourd'hui, là, nous sommes dans un contexte où... Et je suis très heureux parce qu'en fait... 30 secondes. Parce que je prendrai juste une portion de votre explication de tout à l'heure. Vous avez dit que si les choses doivent changer au niveau de la HAC, il faut une volonté politique. Malheureusement, ce que vous avez oublié, c'est quoi? Malheureusement, ce que vous avez oublié, c'est quoi? Lorsque vous désignez 3 personnes,
c'est plus facile, pas quand même, disons, l'alchimie, puisque c'est un environnement politique aussi, d'avoir sur certaines décisions essentielles, c'est-à-dire une seule personne de votre côté, pour qu'il y ait 3 contre 4. Malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que toutes les décisions qui sont prises de façon générale, c'est-à-dire ne ressortent pas l'assentiment des professionnels des médias. Donc aujourd'hui, au fait de c'est que lorsque vous avez déjà 3 personnes qui vous sont déjà acquises et qui savent déjà qui vous sont redevables, c'est que ceux-là mettront en place tout le lobby nécessaire pour qu'une personne, parmi les 4 autres, puisse quand même, disons, avoir... Mais ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est le fait que le simple fait de laisser des gens qui viennent avec leurs moyens, qui financent tout et qui se font élire, c'est ça qui nous a toujours retardés. Donc aujourd'hui, et cela ne veut pas pour autant dire, nous ne sommes pas aussi aux réformes. Et cela ne veut pas pour autant dire, et cela ne veut pas pour autant dire que ce qui se passe aujourd'hui là est que c'est déjà acté d'office. Non, un comité, c'est-à-dire le comité définira dans les jours à venir quel doit être le profil, quel doit être quand même, disons, c'est-à-dire les mécanismes pour permettre à ce que quelqu'un soit désigné. Ce qui est sûr, c'est une bonne chose et c'est de très bon augure pour la presse béninoise. C'est ce que nous souhaitons. On va dire qu'il faut donc laisser le temps au temps, l'être et le temps, l'être à l'épreuve du temps, et nous aurons également le temps d'apprécier Syriac Dekenou, Sergino Lokossou. Je sais que vous pouvez même vider 52 minutes sur ce sujet. Il est intéressant, on peut y revenir dans les prochaines émissions. Mais toujours dit que nous ne sommes pas aussi aux réformes, nous sommes pour les réformes. Voilà, donc vous êtes pour les réformes, c'est ce qu'il faut retenir. Nous allons donc parler maintenant du Hajj. Le Hajj à 3 400 000 francs CFA par pèlerin, c'est une interrogation. Le Hajj à l'épreuve de l'inflation, de tout ce que vous savez depuis quelques mois. Sergino Lokossou, qu'est-ce que le Hajj est devenu si l'on sait qu'en 2019, avec 2 200 000 francs CFA, 300 000 francs CFA, on pouvait faire le Hajj, et qu'aujourd'hui on se retrouve avec 3 400 000 francs CFA. C'est difficile pour nos amis musulmans dont le Hajj est un pilier important. Et ce n'est pas au Bénin seul. Ce n'est pas au Bénin seul, c'est dans toute la sous-région ouest-africaine, au Sénégal également. Et je pense que c'est difficile pour nos amis musulmans dont le Hajj est un pilier important pour nos amis musulmans. Et ce Hajj est intervenu depuis 2019. On a constaté que le Hajj connaît le prix pour aller à ce pèlerinage-là, connaît une augmentation. En 2022, ça a connu une augmentation également due à l'inflation généralisée, on va dire. Et quand vous suivez la conférence de presse donnée jeudi dernier par le ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbenossi, et il a essayé d'expliquer un peu les tenants et les aboutissants du Hajj 2022, les conditions dans lesquelles les pèlerins vont voyager. Et aujourd'hui, il faut débourser un peu moins de 5 millions pour pouvoir y aller. Je pense que c'est important comme somme, mais pour aller à ce pèlerinage, je crois que les musulmans vont se préparer. Ça concerne le voyage aller-retour, l'hébergement et un certain nombre de dispositions par rapport à ce Hajj-là. C'est difficile et l'État béninois a compris, c'est pourquoi il a pris sur lui ce rôle-là pour faciliter le départ et l'arrivée des pèlerins, afin que ces pèlerins puissent voyager dans de très bonnes conditions. Qu'il vous rappelle que les années antérieures, c'est souvent des actes de corruption qu'on a notés, des magouilles qu'on a notés dans... Des pèlerins qui traînent même plusieurs semaines devant la mosquée de Zongo. Et qui finalement n'arrivent plus à voyager. Je pense que c'est une très bonne chose. On va souhaiter un bon pèlerinage à nos amis musulmans et qui nous ramène... beaucoup de paix de là-bas et beaucoup de bénédictions de là-bas. C'est ce qu'on va souhaiter, afin que le Bénin soit toujours un pays de paix, un pays où l'harmonie règne. C'est ce que nous allons souhaiter, que les fils et filles du pays puissent s'entendre et puissent travailler main dans la main. C'est ce que nous allons souhaiter. Syriac, l'État a décidé de prendre en charge certains frais liés au Hajj. N'est-ce pas un pas du social dont on nous parle depuis le début du deuxième mandat ou du second mandat du chef de l'État?
il faut vraiment reconnaître que la participation des fidèles musulmans béninois au Hajj au Bénin a connu une grande amélioration ces 7 dernières années depuis l'avènement du président Patrice Talon au pouvoir. Parce que par le passé, les gens traînaient même des mois, il y avait même des entreprises fictives qui existaient et qui escroquaient même les gens. Je sais même que certains compatriotes étaient même obligés d'aller dans d'autres pays pour se faire inscrire avant de pouvoir participer au Hajj. Et même participer au Hajj faisait même, c'est-à-dire était même considéré comme, disons, un fait extraordinaire, en République du Bénin. Mais depuis l'avènement du président Patrice Talon au pouvoir, on se rappelle même qu'il y a de cela 3 ans, il y a un endroit qui a été vraiment aménagé, construit suivant les normes sanitaires requises, de sorte que les pèlerins, lorsqu'ils viennent là, ils sont à l'aise et tout est fait de sorte que l'on puisse partir quand même, disons, en toute célérité. L'autre aspect de la chose qu'il faille aussi soulever, c'est le fait que le Bénin, depuis un certain nombre d'années, on connaît déjà à l'avance le nombre de pèlerins que le Bénin veut envoyer au Hajj. Alors que c'est un fait très rarissime. Par le passé, on ne pouvait pas imaginer, même jusqu'à la veille, ce qu'il fallait faire. Nous sommes dans une période de conjoncture internationale et c'est tout à fait normal que le prix du Hajj monte. Cependant, le gouvernement a décidé de subventionner une partie. Donc 3 400 000. Et les 3 400 000, ce n'est pas seulement pour prendre en compte le vol, non. Les 3 400 000, et il est inclus dans les 3 400 000 l'hébergement, le transport aller-retour, mais également aussi les formalités administratives pour pouvoir participer au Hajj. Cependant, le gouvernement a décidé de subventionner une partie. Donc, c'est un acte vraiment louable, pendant que ailleurs ou bien tout près de nous, participer au Hajj, on dépense jusqu'au-delà de 5 millions de francs CFA. Donc, c'est une très bonne option. Nous allons simplement souhaiter à ce que les années à venir, que la conjoncture puisse baisser et que dorénavant, que ça soit beaucoup plus facile. Les musulmans doivent aussi s'en réjouir parce qu'on est parfois très jaloux, puisque la participation au pèlerinage en Israël pour les chrétiens catholiques n'est pas souvent subventionnée de la sorte. Mais cependant, les musulmans aujourd'hui... 2 500 000 aux catholiques. Ce qui coûte beaucoup d'ailleurs. Donc pour d'autres confessions religieuses, ce n'est pas aussi facile. Donc le gouvernement a déjà fait l'essentiel, je crois, ma foi. Et il est important aujourd'hui à ce que l'on puisse participer à ce pèlerinage-là dans la paix et dans la concorde. Et c'est tout ce que nous pouvons souhaiter quand même. On va souhaiter alors bon pèlerinage aux musulmans qui se préparent activement pour la Mecque. On passe au sujet concernant le trafic d'organes humains et des auberges transformées en lieu d'assassinat. C'est une interrogation. C'est le site du journal Le Potentiel qui a alerté l'opinion publique cette semaine sur la recrudescence du trafic d'organes humains. Le journal a indexé les auberges, les bars, les motels, les complexes hôteliers comme étant les lieux privilégiés où les assassinats et crimes rituels se passent. Qu'en dites-vous, Sergino Lukosu? Je crois que ça fait partie des crimes rituels, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Ce sont, on va dire comme ça, les valeurs animales de notre civilisation. Une civilisation faite du gain facile et de l'argent à tout propos par les jeunes gens qui ne veulent pas s'efforcer avant de trouver de l'argent, avant de conduire de grosses caisses, de grosses voitures, des voitures de marque. Et ils sont soutenus également par des sanctions des filles ou des femmes et qui ont le goût de la facilité également et qui demandent monts et merveilles aux jeunes, des femmes qui veulent avoir les portables iPhone de dernière génération. Et quand c'est comme ça, le jeune, il ne cherche pas à midi à 14 h avant de trouver les chemins faciles, les options ou les propositions saugrenues, vaseuses, biscornues, et qui finalement font mal à la personne humaine. Et quand vous lisez la Déclaration universelle des droits de l'homme, ou du moins la Charte africaine des droits de l'homme, en son article 24, vous allez comprendre que la vie humaine est sacrée et inviolable. Et donc, il n'y a aucune raison qui doit amener à tuer une personne humaine, à chercher les organes humains pour pouvoir faire des sacrifices ou pas. Et je pense que ça fait partie des problèmes qui minent notre société béninoise où des gens s'improvisent guérisseurs, féticheurs et je ne sais quel nom,
et qui font de savon de chance aux jeunes et qui font des potions magiques aux jeunes et qui vont jusqu'à proposer des sommes importantes contre des organes humains. Je pense que c'est un problème important et que les gouvernants doivent prendre le taureau par les cornes pour arrêter cette saignée-là parce qu'il est constaté dans presque toutes les communes du pays, dans presque tous les départements de notre pays, que ça ne passe de moi sans qu'on ne parle de tueries dans des endroits bizarres. Et l'endroit que le potentiel a cité, ce sont les auberges. Et il faut que les promoteurs de ces auberges et de ces hôtels, de ces lieux de détente en griffe, on va dire, redoublent d'ardeur. Il faut exiger peut-être une carte à ceux-là qui viennent dans des hôtels, dans des auberges pour faire 1 heure, 2 heures. Il faut exiger une carte. Il faut qu'il y ait, comme dans des hôtels de la place, et qu'il y ait un faux formulaire à remplir. Pour qu'il y ait traçabilité, que tel jeune est venu à telle heure, il est parti à telle heure. Je pense que les auberges aujourd'hui doivent arriver à cette extrémité pour permettre à l'État de corriger la saignée, parce que ça ne fait pas bonne presse, ça ne donne pas une bonne image du pays. C'est vrai que quand on prend le Bénin, il est dit, il y a un courant de pensée très répandu à l'étranger et qui, quand ils vous rencontrent, quand vous leur dites que vous venez du Bénin, ils disent le pays du vaudou, la terre du vaudou. On vous identifie à travers le vaudou, même si vous ne partagez pas forcément cet sentiment. Toujours est-il que le Bénin est le berceau du vaudou, c'est inscrit dans les listes d'histoire et c'est réel. Et ça passe également par les nombreuses réformes qui ont été initiées, parce que le chef de l'État a compris qu'il faut essayer de taper du poing sur la table, de corriger un peu les choses. Et vous allez voir, il est en train d'organiser les chefferies traditionnelles. Il a mis un comité en place pour distinguer qui est chef traditionnel, de guérisseur et de tout. Et donc, je pense que c'est un problème fondamental qui est posé, une alerte que le potentiel a lancée. Je pense que les autorités, notamment le ministre de l'Intérieur, doivent prendre au bon cette alerte du potentiel pour renforcer la sécurité au niveau du Bénin, au niveau de ces auberges, pour permettre à ce que ces jeunes filles qui sont tuées, ces jeunes gens qui sont tués pour des rituels ne soient pas tués, parce que au-delà de tout, on a besoin, comme les politiques aiment bien le dit dans leur discours, le Bénin a besoin de toutes ses filles et de tous ses fils pour la construction du pays, quel que soit notre secteur d'activité. Le pays a besoin de nous et donc il faut que les autorités à qui nous avons remis le pouvoir puissent nous protéger tout le monde, parce que ça peut arriver à tout le monde et quand ils sont décidés à aller au bout de leurs actes, ils peuvent choisir n'importe quelle personne pour pouvoir le faire. Donc, il faut arrêter cette saignée aussi. Syriac, qu'il vous souvienne qu'entre 2017 et 2018, le gouvernement, par le biais des forces de sécurité, a déployé de grands moyens pour mettre hors d'état de nuire les trafiquants d'organes humains. Et c'est à croire que le phénomène refait surface. Et la preuve, c'est bien cet assassinat crapuleux d'un enfant de 6 ans au courant cette semaine à Parakou, où on a voulu donc donner son sang à un fétiche. Dites-nous, que faire face à la recrudescence des assassinats crapuleux pour prélèvement d'organes humains? Je pense que malheureusement, c'est une mauvaise publicité pour les lieux de détente, les auberges et les hôtels. Cependant, c'est une alerte de potentiel qui, au-delà de tout, devrait amener nos autorités à redoubler d'ardeur, mais aussi les promoteurs de ces lieux de détente-là à mettre en place les mécanismes sécuritaires nécessaires afin de pouvoir filtrer et faire identifier toute personne qui vienne quand même participer, qui viennent rester dans leurs locaux, ne serait-ce que pendant quelques heures. Ce qui est important et qu'il faille souligner, c'est que le phénomène aujourd'hui a pris tellement d'ampleur. Et peut-être que nous avons cette impression en ce qui concerne l'ampleur du phénomène à cause de l'apparition aujourd'hui des réseaux sociaux, où il est plus facile de pouvoir voir mieux, quand même, disons, de pouvoir entendre ce qui se passe ailleurs aujourd'hui que par le passé. C'est déplorable et c'est un phénomène qui malheureusement est très souvent associé au phénomène du gaï, où on considère que ce sont les arnaqueurs qui, apprenant un certain nombre de fétiches, ont très souvent besoin de passer à des actes crapuleux qui consistent à utiliser du sang humain pour pouvoir donner vie ou bien force à leur fétiche afin de pouvoir espérer un retour rapide de tout ce qu'ils ont demandé dans leur système d'arnaque. C'est un phénomène malheureux et je pense d'ailleurs que le gouvernement ne doit pas baisser les bras puisque aujourd'hui, nous devons l'avouer, le gouvernement le fait si bien. J'ai été dernièrement à la prison civile de Misrété où je causais avec un ami et je lui disais, mais écoute, pourquoi est-ce qu'il y a autant de jeunes ici dans la prison? Il m'a dit ceci. Plus de 80% de ceux qui sont ici, ce sont des gens
qui sont dans les affaires de gaille ou soit dans les affaires de drogue. Il a dit, ah bon, il a dit oui, que le reste, c'est des gens qui sont impliqués dans les crimes économiques. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il ne passe pas aujourd'hui une semaine sans que l'on note au niveau de la criette la condamnation de jeunes gens qui se mêlent des faits vraiment macabres, crapuleux. Et il faut aujourd'hui que tout soit fait pour décourager. Et il faut aussi lancer un appel aux parents. Parce que nous sommes dans les périodes de vacances. Il faut que les parents soient véritablement vigilants par rapport au chemin, au sentier qu'empruntent leurs enfants. Ça ne sert absolument à rien de laisser son enfant, quand même, disons, divaguer dans la nature, soit disant non, c'est les vacances, ils ont besoin de détente et autres. Non, il faut une veille permanente parce que ce qui se passe aujourd'hui un peu partout, c'est quoi? C'est le fait que l'on découvre que son enfant est peut-être allé à la plage mais n'est plus jamais revenu. C'est le fait que l'on découvre peut-être que sa fille, soi-disant, allée dans une soirée avec des copines, ne revient plus. C'est le fait que l'on découvre le corps de sa fille inanimé, peut-être dans une forêt de Ouida. Et c'est des cas qui sont légion. La seconde chose, c'est-à-dire, c'est un appel aussi qu'il faille lancer à nos jeunes sœurs. Malheureusement, nous sommes dans un monde où la perversion a pris d'ampleur, où aujourd'hui les gens n'ont plus peur de pouvoir passer à un certain nombre d'actes de jeunes gens qui aujourd'hui sont très habitués à s'adonner à des actes véritablement crapuleux, quitte à avoir les moyens pour pouvoir réaliser leurs fantasmes et leurs rêves les plus sordides possibles. Malheureusement, ce sont des faits auxquels nous assistons. Et les jeunes gens et les jeunes filles sont aujourd'hui prêtes, malheureusement, à emprunter le chemin de ceux-là qui peut-être parce qu'ils ont les moyens, parce que peut-être que papa ou maman n'arrive pas à subvenir à tous ses besoins, on décide peut-être de s'adonner, de s'acoquiner avec des copines qui disent non, viens sur moi j'ai tel gars qui fait telle et telle chose. Ce sont des faits malheureux. Le gouvernement, tel que le disait un sage la dernière fois, devrait en principe faire ressurgir, même si ce n'est pas sous le même nom, peut-être l'opération Jakpata qui a fait ses merveilles dans le temps. Parce qu'aujourd'hui, c'est un fait récurrent. Des jeunes gens qui peut-être prennent, disons, les tissus blancs, se nouent la tête et deviennent boconons, ou bien deviennent quand même, disons, des rounons. Et ça pilule partout. C'est pas comme ça. Et puis, ils achètent des fétiches d'abord. Il faut acheter des fétiches. Et il paraît que je suis en train de faire un dossier là-dessus. Il paraît que des fétiches sont achetés à crédit. Et quand vous finissez d'arnaquer vos clients, vous pouvez payer. C'est un phénomène malheureux aujourd'hui. Donc, l'appel va dans les deux sens à l'égard des parents qui doivent être beaucoup plus éveillés et vigilants en ce qui concerne ceux que côtoient leurs enfants, que ce soit votre fille ou votre jeune garçon. Moi, pour la petite histoire, pour pouvoir en finir, j'ai fait les bancs avec le plus célèbre Gaïman dans le temps de Ménontin. Donc vous le connaissez? En fait, non, en fait, dans le temps, lorsque je le dis, en fait, vous savez, il y a déjà de cela 20 ans. Célèbre. Sinon, 20 ans. Pour 20 ans, en fait. Qu'il a fait. 20 ans, en fait, j'ai fait les bancs dans le temps avec ceux-là, ces jeunes gens-là. Vous les connaissez bien. Je me rappelle très bien, il y a de cela bien plus que 20 ans. On peut l'aider, cependant, le peut l'écouter. Cependant, vous ne pouvez en aucun cas. Cependant, vous ne pouvez en aucun cas vous adonner à ça. Papa est prêt. Papa est prêt à finir avec vous. C'est Dieu qui nous a sauvés. C'est Dieu qui nous a sauvés, sinon on aurait pu. Il y a de cela, j'en viens au fait. C'est-à-dire, avant l'avènement du président Patrice Talon au pouvoir, c'est-à-dire, la cybercriminalité n'était pas un fait que l'on pouvait réprimer autant. C'était un fait tout à fait normal. Un fait banal. Oui. Et vous avez même dans le temps là, des jeunes gens qui peut-être autour de vous sont des copains et autres. Oui. Et puis c'est-à-dire, on dit de non, en fait, c'est un gars, c'est ci et ça. Puis, il a fallu... Ils sont respectés. Et ils étaient même très respectés. Il a fallu l'avènement du président Patrice Talon au pouvoir pour que l'on note vraiment un réveil spectaculaire. Oui. Pour qu'aujourd'hui, être Gaïman là, ça dit que l'on ne soit même plus en train de bomber le torse à cause de ça. Donc, je parlais il y a de cela 20 ans. Ce n'était pas le cas. C'était un phénomène tout à fait normal. Et sous prétexte du fait que nous avons été par le passé exploités par les Blancs, qu'il faille récupérer au moins tout ce qui nous avait pris, des jeunes gens s'adonnaient à ça. Et cependant, lorsque vous avez des parents qui vous ont vraiment éduqués, qui vous ont vraiment éduqués, vous ne pouvez pas
Je me rappelle très bien. Vous pouvez côtoyer ces gens Écoutez, sans être des gaïmans, on les côtoyait, mais vous ne pouvez même pas prendre 5 000 francs chez un gaïman et rentrer avec. Donc, c'est la responsabilité des parents qu'il faille vraiment remettre encore sur la scène pour qu'ils jouent leur rôle. Évidemment, c'est ce que j'allais dire. Je pense que ce que Sirac dit est très, très important. On le résume. On va conclure. La délinquance juvénile a une responsabilité sénile, on va le dire, parce qu'il faut que les parents puissent véritablement éduquer leurs enfants. Sirac, il est en train de dire, il a bénéficié d'une éducation de ses parents qui ne lui permettait pas d'aller de s'acoquiner avec ses amis qui étaient pourtant dans ce secteur d'activité entre griffes. Ce que je tiens à dire, c'est que les autorités, certes, mais les parents d'abord. Les parents doivent jouer leur rôle. Si le garçon aîné doit devenir gaïman et devenir remplacer le père, jouer le rôle du père à la maison, le papa ne peut rien dire. Il y a des familles où ce sont les garçons aînés qui sont des gaïmans et qui jouent le rôle du père. Le papa n'arrive plus à assurer. C'est lui qui assure l'éducation de ses frères et sœurs. Il y a également des familles où c'est la grande fille qui s'acoquine à un gaïman pour pouvoir nourrir sa famille. Je pense que c'est pas des situations atténuantes. Hein? Oui, non, je ne dis pas que c'est atténuant. C'est fondamental. C'est qu'il faut partir de l'éducation. Et mieux, avant d'être père, il faut être un homme mûr et responsable. Et quand vous êtes un homme mûr et responsable, ça pourrait éviter ces genres de choses-là. Ça pourrait éviter d'être père par procuration, comme on le dit. Voilà qui est dit. Vous avez donc interpellé les parents à la prise de responsabilité, à veiller à l'éducation de leurs enfants. Il y a un sujet important dont on n'a pas parlé, vous l'aurez remarqué, cette demande d'un audit indépendant de la liste électorale par l'opposition. On reviendra sur ça certainement. Nous allons revenir là-dessus certainement. Parce que le temps qui nous est imparti est à sa fin. Et merci à vous, surtout pour tout ce que vous avez apporté, pour le rayonnement de ce débat. C'est moi qui vous remercie. À ma droite, c'était Sergino Lokossou. Vous êtes journaliste, directeur de publication VIF d'Afrique. Merci pour votre disponibilité de tous les instants. Merci, c'est moi qui vous remercie pour la marque de confiance et de considération que vous faites à mon organe par mon biais en m'invitant sur votre plateau. À ma gauche, toujours dans son élégance, dans son élégance, et j'allais dire dans son éloquence aussi. Élégance et éloquence. Je rime, Siriac Dekenou, vous êtes journaliste, directeur de publication Émergence Info. Et merci aussi, vous n'avez pas le temps, mais pourtant vous trouvez toujours ce qu'il faut pour venir sur ce plateau pour les débats. C'est un plaisir partagé. Nous vous remercions essentiellement pour ce temps d'échange. Madame, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez pris du plaisir à suivre les débatteurs dans les échanges d'arguments, de verbes et tout ce que vous savez. On a finalement parlé de 3 sujets. Médias au Bénin, la relecture des tests est-elle opportune? Ça a été vraiment chaud sur ce plateau. Nous avons parlé également du Hadj à 3 400 000 francs CFA par pèlerin. On s'est interrogé sur la question et finalement du trafic d'organes humains, des obèses transformés en lieu d'assassinat. Les débatteurs ont proposé des solutions, ont interpellé les parents, les ont invités à éduquer les enfants. Voilà tout ce qu'il faut retenir à la réalisation pour la réussite de ce numéro du Forum des rédactions. Il s'appelle Akilas Yarigo. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous le vendredi prochain. Merci à toutes et à tous.